En 1986, Kim Eric Drexler publie Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, Deux sens possibles, les rouages de la création, l'ère nouvelle de la nanotechnologie ou engin de création, qui analyse les perspectives liées aux nanotechnologies et aux assembleurs moléculaires et fonde l'Institut Foresight, les bureaux de Californie du Sud de l'Alcor Life Extension Foundation, la première organisation à but non lucratif effectuant des recherches sur la cryonie, œuvrant pour sa promotion et la mettant en œuvre, devint également un lieu de regroupement privilégié des futuristes. En 1988, le premier numéro d'Extropy Magazine est publié par Max More et Tom Morrow. En 1990, More crée sa propre doctrine transhumaniste qu'il exprime sous la forme des Principles of Extropy, principes de l'extropie, et jette les bases du transhumanisme moderne en lui donnant une nouvelle définition. Le transhumanisme est une classe de philosophie ayant pour but de nous guider vers une condition post-humaine. Le transhumanisme partage de nombreuses valeurs avec l'humanisme, parmi lesquelles un respect de la raison et de la science, un attachement au progrès et une grande considération pour l'existence humaine ou transhumaine dans cette vie. Le transhumanisme diffère de l'humanisme en ce qu'il reconnaît et anticipe les changements radicaux de la nature et des possibilités de nos vies provoquées par diverses sciences et techniques. Dans ce deuxième transhumanisme, le scientifique et philosophe suédois qui enseigne à Oxford, Nick Bostrom, écrit ceci: Viendra un jour où la possibilité nous sera offerte d'augmenter nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles, bien au-delà de ce qui apparaît comme possible de nos jours. Nous sortirons alors de l'enfance de l'humanité pour entrer dans une ère post-humaine. Le transhumanisme est le long chemin menant vers le post-humanisme. En 1998, les philosophes Nick Bostrom et David Pearce fondent la World Transhumanist Association, WTA, Association transhumaniste mondiale, une organisation non gouvernementale d'échelle internationale œuvrant afin que le transhumanisme soit reconnu comme digne d'intérêt par le milieu scientifique comme par les pouvoirs publics. En 2002, la WTA modifie et adopte la déclaration transhumaniste de Transhumanist Declaration. La FAQ transhumaniste conçue par la WTA donne deux définitions formelles du transhumanisme. Le mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l'être humain. L'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels de techniques qui nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine, ainsi que l'étude des problèmes éthiques que soulève l'élaboration et l'usage de telles techniques. Voici la définition de Max More, un des piliers du mouvement publié en mars 2003 dans un texte intitulé Principe extropien 3.0. Ce manifeste est disponible sur Internet en anglais et en français. Comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie combinés par les moyens de la science et de la technologie. Je me suis relu. Ah non, je ne me suis pas relu. Je croyais que je m'étais relu. Bon. Par les moyens de la science et de la technologie combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable de la vieillesse et de la mort. Nous recherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques, ainsi qu'à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Comme l'a dit le physicien Freeman Dyson, l'humanité me semble être un magnifique commencement, mais pas le dernier mot. Nous n'acceptons pas les aspects indésirables de notre condition humaine, nous mettons en question les limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités. Nous reconnaissons l'absurdité qu'il y a à se contenter d'accepter humblement les limites dites naturelles de nos vies dans le temps, et prévoyons que la vie s'étendra au-delà des confins de la Terre, le berceau de l'intelligence humaine et transhumaine, pour habiter le cosmos.
Le manifeste transhumaniste dans sa version de 2012, une modification de la première mouture adoptée en plénière le 4 mars 2002 par la World Transhumanist Association, est un document signé notamment par deux pères fondateurs du mouvement, Nick Bostrom et Max More. Ce manifeste est disponible en ligne gratuitement. L'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie dans l'avenir. Nous envisageons la possibilité d'élargir, broadening, le potentiel humain en surmontant le vieillissement, les lacunes cognitives, la souffrance involontaire et notre isolement sur la planète Terre. Nous pensons que le potentiel de l'humanité n'est toujours pas réalisé dans l'essentiel. Il existe des scénarios crédibles qui permettraient d'améliorer la condition humaine de façon merveilleuse et extrêmement intéressante. Nous reconnaissons que l'humanité fait face à de graves risques, en particulier dans l'utilisation abusive des nouvelles technologies. Il existe des scénarios envisageables qui conduisent à la perte de la plupart, voire de la totalité, de ce que nous tenons de plus précieux. Certains de ces scénarios sont radicaux, d'autres sont plus subtils. Bien que tout progrès soit changement, tout changement n'est pas progrès. L'effort de recherche doit être investi dans la compréhension de ces perspectives. Nous devons soigneusement débattre de la meilleure façon de réduire les risques tout en favorisant les applications bénéfiques. Nous avons également besoin de forums où les gens peuvent discuter de manière constructive de ce qui pourrait être fait et d'une organisation sociale où les décisions responsables puissent être mises en œuvre. La réduction des risques d'extinction humaine, le développement de moyens pour la préservation de la vie et de la santé, l'allègement des souffrances graves et l'amélioration de la prévoyance et de la sagesse humaine doivent être considérés comme des priorités urgentes, généreusement financées. Décisions politiques doivent être guidées par une vision morale, responsable et fédératrice. Prenons au sérieux à la fois les avantages et les risques, respectant l'autonomie et les droits individuels, faisant preuve de solidarité et se préoccupant des intérêts et de la dignité de toutes les personnes à travers le monde. Nous devons aussi être attentifs à nos responsabilités morales envers les générations à venir. Nous défendons le bien-être de toutes les intelligences en y incluant les humains, les non-humains, les animaux, les futures intelligences artificielles, les formes de vie modifiées ou toute autre intelligence auquel les progrès technologiques et scientifiques pourraient donner naissance. Nous promouvons la liberté morphologique, le droit de modifier et d'améliorer son corps, sa cognition, ses émotions. Cette liberté inclut le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser des technologies pour prolonger la vie, la préservation de soi grâce à la cryogénisation, le téléchargement et d'autres moyens et de pouvoir choisir de futures modifications et améliorations. Selon Laurent Alexandre, les grands acteurs de l'Internet, GAFAM, BATX, Natu, ont en ce début de XXIe siècle une démarche transhumaniste développant sans cesse et plus rapidement que de nombreux pays de nouveaux axes de recherche scientifique sur les nouvelles technologies. Ils disposent pour cela de moyens financiers considérables et de l'agrégation de banques de données colossales, alimentées entre autres par leurs propres réseaux sociaux. Comme nous le rappelle le docteur Laurent Alexandre sur Google, cette entreprise a réussi à préempter trois marchés clés. Celui de la lutte contre la mort, elle a créé Calico, une filiale qui a cet objectif fou d'augmenter l'espérance de vie de 20 ans d'ici à 2035. Elle a investi dans le séquençage ADN avec sa filiale 23andMe qui lui assure le quasi-monopole de l'embryologie par génie génétique. Depuis quelques années, Google est devenu l'un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des entreprises portant sur les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives NBIC, et par l'engagement au sein de son équipe dirigeante en décembre 2012 par Raymond Kurzweil, spécialiste de l'intelligence artificielle, théoricien du transhumanisme et cofondateur de la Singularity University, par ailleurs parrainé financièrement par Google, prenant le concept de singularité technologique, c'est-à-dire l'avènement d'une intelligence artificielle qui dépassera les capacités du cerveau humain. L'ambition du géant de l'Internet est ouvertement de réussir à appliquer son modèle de réussite dans le domaine des technologies de l'information, celui des technologies de la santé, afin d'améliorer la qualité de la vie humaine et d'en prolonger la durée, notamment en parvenant à faire de son moteur de recherche la première et la plus performante des intelligences artificielles.
De 1997 à 2000, Miel Rocco fait plancher 150 experts pour élaborer l'initiative sur les nanosciences, avec la même rigueur qu'un projet scientifique. Le 11 mars 1999, dans le hall indien historique de la Maison-Blanche, il prône une véritable conquête du nanomonde, à l'image de la conquête de la Lune. J'ai eu 10 minutes pour convaincre et les participants en ont parlé ensuite pendant des heures, témoigne-t-il. Il publie une brochure explicative et attractive pour associer le public, distribuée à 30 000 organisations. Il est nommé à la tête du comité de l'Agence nationale de la science américaine National Science Foundation, NSF, dédié aux nanosciences, NSET. Il n'a pas quitté ce poste depuis. Sous son impulsion se tient la première conférence sur les implications sociétales des nanos les 18 et 29 septembre 2000. Elle cristallise l'idée qu'une révolution se déploie dans les sciences et les technologies fondées sur notre capacité nouvelle de mesurer, de manipuler et d'organiser la matière à l'échelle nanométrique. La rupture pressentie trouve son origine dans les ponts et les équivalences imaginées entre les supports de la matière, de l'information et du vivant. Un an plus tard, les 3 et 4 décembre 2001, dans l'ombre du 11 septembre, une nouvelle conférence financée par la NSF et le département du commerce se tient à Washington. Elle examine les progrès que peut permettre une combinaison de 4 champs disciplinaires: les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives. C'est l'émergence du thème de la convergence technologique. Les quelques 100 contributeurs réunis voient dans cette perspective un moyen d'accroître l'efficacité des industries et d'améliorer les performances et le bien-être humain. Ils signent une véritable profession de foi. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle renaissance fondée sur la compréhension de la structure et du comportement de la matière depuis l'échelle nanométrique jusqu'au système le plus complexe aujourd'hui découvert, le cerveau humain. L'unification de la science ancrée dans l'unité de la nature et son investigation globale va conduire à la convergence technologique et à une structure sociale plus efficace pour atteindre les objectifs de l'humanité. Tout en faisant attention aux enjeux éthiques et aux besoins sociétaux, l'effort coopératif et intégratif entre les disciplines peut aboutir à une immense amélioration dans les capacités humaines, les nouvelles industries et productions, la société et la qualité de vie. Pour réussir son coup de maître, Miel Rocco s'est appuyé sur un expert en manipulation des consciences, William Sims Bainbridge. Ce sociologue des religions sait comment gonfler des foules, les enchanter. C'est avec ce dernier et la pluie d'environ 80 spécialistes que Rocco confirme le cap vers la convergence des 4 champs: nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, qu'on appellera désormais par le sigle NBIC. Les sciences cognitives constituent une discipline scientifique ayant pour objet la description, l'explication et le cas échéant la simulation des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, et plus généralement de tout système complexe de traitement de l'information capable d'acquérir, conserver, d'utiliser et transmettre des connaissances. Les sciences cognitives reposent sur l'étude et la modélisation de phénomènes aussi divers que la perception, l'intelligence, le langage, la mémoire, l'intention, le raisonnement, les émotions, l'esprit ou même la conscience. Les sciences cognitives utilisent conjointement des données issues des 6 sous-disciplines qui la composent: les neurosciences, la linguistique computationnelle, l'anthropologie cognitive, la psychologie cognitive, la philosophie de la cognition et l'intelligence artificielle. Née dans les années 50 aux États-Unis dans le cadre des progrès sur l'intelligence artificielle financés par la recherche militaire et particulièrement DARPA, les sciences cognitives regroupent les enjeux liés à la cognition artificielle et la cognition naturelle. Dans ces sciences cognitives, le premier point, selon mon prisme, est la conscience. C'est pour cela que j'ai commencé le livre sur ce thème. Chez l'homme, à la différence des autres êtres animés, c'est l'organisation de son psychisme qui, en lui permettant d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leurs valeurs morales, lui permet de se sentir exister, d'être présent à lui-même. Ensuite, on a le subconscient, nous l'avons examiné. Le terme signifie sous la conscience. Ces 2 éléments sont à la genèse de tout ce qui suivra dans le domaine des sciences cognitives, selon Yves Aguidze, qui distingue subconscience intentionnelle, innée et apprise pour les humains comme pour les animaux, et subconscience non intentionnelle. La subconscience est une faculté mentale
qui permet de faire, de ressentir et de penser de manière automatique sans s'en rendre compte, présente chez tous les animaux développés, dont l'homme, elle assure leur survie permanente à tous les instants de la vie. Elle reflète notre personnalité. Or, cette subconscience dépend du fonctionnement de petites structures situées à la base du cerveau, les noyaux gris centraux, lesquels jouent un rôle essentiel pour permettre de réaliser nos mouvements, mais aussi d'avoir des pensées et des émotions, le tout de façon, le tout de façon automatique. Source: Yves Aguide, L'homme subconscient. Édition Robert Laffont 2013. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.